Moi, je trouve que parmi les 3 grands principaux candidats du socle commun, donc Retailleau, Philippe et Attal, c'est Attal qui réussit mieux son entrée en campagne. Parce qu'en fait, quand vous êtes candidat à l'élection présidentielle, vous avez à peu près 2-3 indicateurs qui sont importants. Les idées, et mettre des idées sur la table, l'incarnation et l'équipe. Et aujourd'hui, sur l'incarnation, au moins, il a commencé à répondre davantage que Édouard Philippe et Bruno Retailleau sur qu'est-ce qu'il était, quel était son parcours et comment il amenait la rencontre avec les Français. Dans son livre, il explique un peu ce qu'il est, il implique un peu son profil, qui fait qu'il est en décalage avec la majorité de la société, mais il veut montrer à travers cette déclaration de candidature que malgré tout, c'est pas parce qu'il est en décalage qu'il ne comprend pas la société. Une opération vérité, une opération un peu de transparence. Il y a une vérité de lui dire, c'est pas parce que je suis jeune, c'est pas parce que j'ai été Premier ministre jeune, que j'ai mon orientation sexuelle, que je suis un peu en décalage avec la société, que je comprends pas ce que c'est que le terroir français. Et donc en fait, il s'adresse à un manque auquel est supposé de la Macronie, c'est ce qui s'est passé lors de la crise des Gilets jaunes, qui fait qu'ils ont une rupture de lien avec les territoires et la France périphérique. Oui, ce qui est toujours le cas de Renaissance, qui est toujours pas implanté. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il choisit un maire en Aveyron, etc. Donc c'est ça en fait qu'il essaye de répondre. Et je pense que dessus, à la différence d'Édouard Philippe et de Bruno Retailleau, au moins il y répond. Parce que les autres ont la présomption qu'en fait les Français les connaissent. Les Français les connaissent comme personnalité politique, mais ils ne savent pas qui ils sont véritablement. Et c'est là où il a réussi, un peu comme Emmanuel Macron avec Brigitte Macron à l'époque, à réussir à mettre ça en place. Et donc là, je pense qu'au moins... Vous dites que ça peut lui donner une dynamique ? Moi, je pense que c'est lui qui a une meilleure dynamique que les autres. C'est pas parce qu'il ne va pas s'imposer pour l'instant, c'est Édouard Philippe qui s'impose, mais en tout cas, c'est lui qui arrive à imposer un thème de campagne ou à s'inscrire médiatiquement dans un récit médiatique. Ça, au moins, il y arrive. Le problème qu'a Gabriel Attal, maintenant, ça va être de traduire l'incarnation qu'il a donnée en traduction de mesures de campagne. Ça veut dire, vous êtes ça, et donc du coup, vous devez porter cet thème-là. Ou en tout cas, moi, je porte cet thème-là. C'est parce que j'ai ce parcours-là, c'est parce que je connais ça, que je vais traduire ça en termes de politique publique. Moi, je pense que ça va être très compliqué, parce qu'en fait, il fait du en même temps à la Macron, mais Emmanuel Macron avait créé un ensemble qui était cohérent. C'est-à-dire, intellectuellement, c'était construit. C'était le dépassement, c'était le cercle de la raison d'Alaminck. C'est-à-dire que vous prenez le meilleur de la gauche et le meilleur de la droite, et ça donne en gros libéral sur le plan économique et libéral sur le plan politique et donc sur le plan sociétal. Il avait réussi à créer ça, Emmanuel Macron. Et c'est pas la ligne, là, aujourd'hui, de Gabriel Attal ? Moi, je pense que Gabriel Attal a un problème, c'est ce qui est dénoncé par un peu tous ceux qui le connaissent, c'est qu'il change beaucoup d'avis. Ça veut dire qu'en fait, il change en fonction du vent, en fonction des sondages. Et donc la question, c'est est-ce que cette incarnation-là, il va réussir à la traduire et la maintenir jusqu'à la fin ? Ça, c'est le premier doute. Et le deuxième doute que moi j'ai, c'est que comment vous faites pour traduire le parcours qu'il a donné et le récit qu'il essaie de mettre en place en termes de politique publique. Et là où moi je pense qu'il aura un problème, c'est que lorsqu'il a été Premier ministre et lorsqu'il a fait face à la crise des agriculteurs, il a pris des propositions qui n'étaient pas toutes mauvaises, mais qui n'ont pas été répondues de fait. Et donc en fait, il peut apparaître comme un candidat qui apparaît bien sur le papier, mais qui ne va pas jusqu'au bout et qui manque de constance et de substance. Je voudrais juste vous faire réagir parce que je vous ai vu tiquer tout à l'heure quand on parlait des sondages et en disant que c'était pas prédictif. En fait, et c'est vous, pas totalement vous avez exact. un contre-exemple. Charles de Gaulle est favori en 1965 et il gagne, aucun doute. Celle d'après, on n'a pas de sondage un an avant parce que Charles de Gaulle démissionne, donc forcément il n'y a pas de sondage qu'on fait avant. Idem sur 74 parce que Georges Pompidou démissionne. En 1981, c'est vrai que c'était Valéry Giscard d'Estaing qui est favori jusqu'à janvier-février. Parce que Georges Pompidou meurt. Parce que Georges Pompidou meurt. En 1988, François Mitterrand est favori très très longtemps à l'avance, ça n'a jamais été démenti, il gagne. En 95, c'est Balladur qui est favori, mais c'est Jacques Chirac qui gagne. 2002, c'est très très serré, donc on ne peut pas dire. Mais 2007, c'est Nicolas Sarkozy qui est favori, il gagne. François Hollande, une fois que Dominique Strauss-Kahn cède, il est toujours favori, il gagne. Et en 2017, c'est pas Emmanuel Macron, mais en 2022, c'est Emmanuel Macron qui est favori. Il a jamais été démenti. Reprenons les sondages un an avant et vous verrez que c'était pas les favoris de l'époque qui ont gagné. Moi, ce que j'aurais ajouté... 2022, Macron est favori, il gagne. Oui, enfin bon... Pour Gabriel Attal, il a quand même une difficulté, c'est que, à la différence d'Édouard Philippe, il n'a pas les 500 parrainages. C'est-à-dire que pour l'instant, Renaissance n'a pas l'armature pour avoir 500 parrainages. Je crois qu'ils en ont un peu moins de 100, alors qu'Édouard Philippe a un comité de 500 maires. Mais vous pensez qu'une personnalité comme Gabriel Attal pourrait ne pas les obtenir ? En fait, les maires vont avoir une responsabilité, les maires du socle commun, c'est qu'ils vont présélectionner, en fait, comme les sondages, le fait qu'ils ne veulent pas plusieurs candidats. C'est-à-dire que vous avez comme une poussée, non pas des électeurs, mais en tout cas une poussée des cadres intermédiaires, de se dire, que ce soit vrai ou pas, que s'il y a plusieurs candidats du socle commun, incluant les Républicains, à l'élection présidentielle, inévitablement, ça réduit les chances de ce candidat d'accéder au deuxième tour avec un Mélenchon qui sera plus fort que la dernière fois. La deuxième chose, moi, je pense, qui est problématique, en fait, quand vous faites la comparaison entre Attal et Édouard Philippe, c'est qu'en fait, c'est pas exactement la même période. Édouard Philippe a été Premier ministre d'Emmanuel Macron, mais avant le Covid. Et pour beaucoup de gens... Et pendant le Covid. Et pendant le Covid, mais en fait, juste au début, en fait, ça a été une forme de catharsis qui fait que le monde n'était pas exactement le même. Et quand vous regardez les clauses de sortie d'Édouard Philippe et Gabriel Attal, c'est pas exactement les mêmes. Quand vous regardez toute l'évolution de la cote de popularité d'Édouard Philippe quand il est Premier ministre, il est très impopulaire au début. Et même, il tombe très très bas lors de la crise des Gilets jaunes. Oui. Au moment où Édouard Philippe
explose à la tête des Français, c'est quand il s'oppose à Emmanuel Macron sur la gestion du Covid, qu'on lui pose une question et que lui dit moi, à la différence d'autres, en parlant du président de la République, je ne sais pas ce qui va arriver demain. Et en fait, il incarnait à ce moment-là un homme d'État responsable. Et moi, mon analyse, c'est que pourquoi est-ce qu'Édouard Philippe est devant Attal et devant Bruno Retailleau, c'est qu'en fait, quand vous faites des sondages qualitatifs et que vous posez une question qui est très simple, c'est que vous posez la question sur qui apparaît comme un président de la République. Et en fait, à la différence d'Attal et à la différence de Bruno Retailleau, il est grand, il correspond à l'image qu'on se fait du président de la République à la Chirac ou à la De Gaulle. Et c'est tous ces éléments-là, plus sa gestion et son opposition à Emmanuel Macron, qui le mettent en tête. Et il y a un dernier point, moi je pense, qui va être très important, et pour Attal, et pour Philippe, et pour Bruno Retailleau, c'est un sondage Harris Interactive qui est sorti et qui donne la clé de pourquoi est-ce qu'Édouard Philippe est devant. Et tant que ça ne change pas, tant que les conditions des Français ne changent pas, ça va être lui qui, je pense, qui va s'imposer. C'est quand vous leur demandez c'est quoi leur motivation de vote, c'est pas le programme, c'est pas l'incarnation, ils disent c'est un seul point, c'est de empêcher Mélenchon face à Bardella ou Marine Le Pen au deuxième tour. Et tant que ces électeurs-là, du centre-gauche jusqu'à la droite, incluant Bruno Retailleau, veulent ça, il y a de fortes chances qu'ils mettent une pression sondagière, une pression de l'opinion publique sur Attal et sur Retailleau pour être obligés de se retirer. Moi, je ne dis pas qu'à la fin, ce sera Édouard Philippe qui gagne. Non, j'entends bien. Hein. En fait, moi, mon analyse, c'est que Gabriel Attal est obligé de pousser plus loin parce qu'il a des points de retard à rattraper, il est outsider. Donc, à la Nicolas Sarkozy, il est obligé de saturer l'agenda médiatique. En fait, Édouard Philippe, moi, je pense qu'il mène une campagne intelligente parce qu'on lui reproche de ne pas parler. Mais en fait, aujourd'hui, les Français n'ont pas un grand intérêt au programme exact d'Édouard Philippe. Ça va se décanter plutôt à l'automne, où on va se projeter à l'élection présidentielle, comme vous l'avez dit. On connaîtra le véritable candidat du Rassemblement national. Et surtout, les Français vont commencer à se projeter sur l'après-Macron, ce qui n'est pas encore le cas actuellement, parce que Emmanuel Macron est président de la République, et il a un rôle important, notamment sur les questions internationales. Là où Édouard Philippe, en fait, joue bien, c'est que l'opinion publique, et en tout cas les grands cadres qui s'intéressent à l'élection présidentielle, aujourd'hui ne se portaient que sur un seul sujet, c'est qui est le meilleur candidat de socle commun pour accéder au deuxième tour et pour battre Bardella et Mélenchon. Et aujourd'hui, c'est lui qui répond davantage à ça, parce qu'en fait, il a un avantage qui est structurel, c'est qu'il est pile au milieu du socle commun. Il est pile au barycentre entre Attal et Retailleau, et du coup, il bénéficie de ralliements grâce à sa montée dans les sondages. Je pense qu'il n'est pas exclu que des gens comme Valérie Pécresse ou Jean-François Copé rejoignent Édouard Philippe avant l'été. Il n'est pas exclu aussi que le comité créé par Elisabeth Borne, avec notamment Dupond-Moretti et compagnie, rejoignent Édouard Philippe, et ce qui donnera un signal sur quel candidat est soutenu par le président de la République. Moi, je pense qu'il y a aussi le fait que s'il n'y a aucun ministre, il n'y a aucun cadre de Renaissance qui soutient Attal, c'est parce qu'en fait, je pense que Macron veut le tuer. C'est ça qui joue. Michel Noblecourt. Je pense que Gabriel Attal se dit, d'un point de vue tactique, il a 5 points à rattraper sur Édouard Philippe, ce qui correspond à 2 millions de Français, et donc en fait doit parler au plus large, et donc c'est pour ça qu'il fait une opération de storytelling qui est quand même assez importante, et cible quand même surtout à récupérer les électeurs d'Emmanuel Macron. Je pense qu'on voit un changement de position et d'Édouard Philippe et de Gabriel Attal qui font qu'ils ont besoin de récupérer les 30% qui avaient voté, à peu près 28% qui avaient voté pour le président de la République la dernière fois. Et donc, plutôt que de le critiquer, ils essaient de récupérer ceux qui ont voté pour Emmanuel Macron. Donc, l'un sur des thématiques qui sont différentes, et Gabriel Attal sur le style, en fait, qui était Emmanuel Macron. Moi, je pense que la tactique qu'il va essayer de jouer, c'est de se dire, je reprends les codes du style d'Emmanuel Macron sur le dépassement, sur son style politique, aller puncher, aller au contact des Français, mais dans le même temps, je vais montrer que le changement n'est pas sur la forme, mais plutôt sur le fond, en proposant un programme qui soit différent et en comprenant l'échec du macronisme. Je pense que vraisemblablement, ça va être ça sa tactique pour dire qu'il est différent d'Emmanuel Macron. La difficulté où moi je mets un bémol, c'est ce que vous avez dit, c'est que, en fait, c'est même pas sur sa ligne politique, ou c'est même pas sur son affichage qu'il a un problème avec Emmanuel Macron, c'est que physiquement, il incarne ce que c'est que le macronisme. Ouais. Et je ne sais pas s'il peut sortir de ça d'ici 1 an.